Donc, Monsieur Cassier, vous êtes toujours clinicien-chercheur, ni tout l'un ni tout l'autre. Et du coup, vous allez... Alors, la thématique, c'était essais cliniques. Et puis, finalement, j'avais discuté avec les... Je me mets là parce que ça m'évite d'avoir le projecteur en pleine face. Et du coup, je vous vois et c'est quand même vachement plus sympa. Après avoir discuté de la question éthique, finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter à cette session? C'est ce qui fait que j'ai envoyé mon diaporama que ce matin, avec 3 diapos et demi, en disant, fichtre, qu'est-ce que je viens pour raconter? Hop là. Du coup, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que c'est que les essais précoces? Comment est-ce qu'on peut raconter ça? J'en discutais avec mes collègues qui m'ont dit, mais t'es complètement perché, si tu leur racontes de la science, personne ne va rien comprendre, essaye de rester simple, parle pas trop vite. On va voir si j'arrive à remplir ce cahier des charges particulièrement ardu. Donc, juste pour dire ce que c'était les essais précoces, je dis ce que c'était parce que ça évolue en fait. Pendant longtemps, ça a évolué que dans les discours, mais là, ça évolue vraiment dans les faits. Donc, les essais précoces, est-ce que le pointeur marche? C'est pas ça le pointeur, c'est ça. Ouais. Donc, les essais précoces, enfin, initialement, les essais précoces, c'était ce truc-là, c'est-à-dire les études de phase 1, qui étaient des études qui n'intéressaient pas tellement les cancérologues ou vraiment un tout petit groupe de cancérologues résistants à tout. Et en fait, on testait des nouveaux médicaments de chimiothérapie. Et comme la seule... finalement, on testait des médicaments de chimiothérapie qu'on avait découvert, par exemple, comme le cisplatine. Donc le cisplatine, on s'était rendu compte que les bactéries ne proliféraient pas dans les cuves d'électrolyse dans lesquelles il y avait des électrodes en platine. Et on s'est dit, oh, mais peut-être que les sels de platine sont toxiques pour les bactéries et peut-être que c'est toxique pour d'autres cellules. Et donc c'est comme ça qu'on est venu passer d'une observation, il n'y a pas de bactéries dans la cuve, à tiens, si on fait un sel avec le platine, peut-être que ça va marcher sur des cellules cancéreuses. Donc vous voyez qu'on partait avec, vraiment une compréhension assez aiguisée du mécanisme d'action du médicament. Et comme on n'avait aucune idée de comment le médicament marchait, la seule façon finalement qu'on avait de guider ces études où on cherchait quelle était la dose, combien de fois il fallait le donner par mois, est-ce que c'était toutes les semaines, etc. La seule truc qu'on pouvait réellement voir, c'était la toxicité du médicament. Et donc en fait, ces études, c'était des études de toxicité, c'est-à-dire on faisait de la toxicologie humaine, on prenait un premier groupe de patients, on donnait une petite dose, et ainsi de suite. Et on augmentait comme ça progressivement la dose, jusqu'à trouver une dose qu'on jugeait de toxicité, on va dire, pas trop importante. Et puis après, il y avait toute la partie de l'efficacité, mais finalement, dans ces études de phase 1, c'était vraiment que la toxicité qui comptait. Et c'est ce qui fait que c'était quand même pas méga populaire. Alors attendez, est-ce que il faut que... Non, est-ce que j'appuie assez fort, assez bas, assez haut? Non, j'arrive pas. Bon. Peut-être comme ça, non. Alors comment est-ce que je passe la diapo suivante? Ah non, allez-y, ça y est. Complètement handicapé. Déjà, j'ai réussi à trouver le pointeur quand même, hein, c'est extraordinaire. Alors, ça, c'est pas que moi, alors. Bon, toujours est-il que ce schéma en fait, de développement, il évolue, et c'est comme ça qu'a émergé le concept d'essai de phase précoce. C'est qu'il y a eu une espèce de mélange, de mix bag entre ces deux questions-là, la phase 1 et la phase 2, dont l'objectif était un truc voulu par les autorités, et qui notamment, pas les autorités françaises, parce que les autorités françaises étaient quand même plus occupées en fait avec leurs propres problématiques que pour vraiment se pencher vers l'avenir. Donc les autorités américaines, elles ont dit, franchement, le développement des médicaments en cancérologie, c'est vachement trop lent. Il faut faire quelque chose. Et sur le plan méthodologique, ils ont exhorté les foules finalement en disant, bon, ça fait 20 ans qu'on fait une recherche, donc ça c'était à la fin des années, au début des années 2000, ça faisait à peu près 20 ans qu'il y avait vraiment une recherche, entre guillemets, qui était plus moléculaire. C'est-à-dire qu'on avait observé le cancer depuis bien longtemps, mais ça faisait que depuis le début des années 80 qu'on avait vraiment des techniques de biologie moléculaire pour vraiment poser des questions sur qu'est-ce qui faisait que le cancer était cancer. Et donc, après 20 ans de recherche sur ce truc-là, il disait, bon, maintenant émergent des traitements qui ne sont plus de la chimiothérapie, mais ce qu'on a appelé les thérapies ciblées. C'est-à-dire, c'était des médicaments où on avait réfléchi en regardant les propriétés génétiques de la cellule tumorale et on s'était dit, on va aller taper sur cette protéine-là parce que dans le cancer, cette protéine est mutée et le cancer est dépendant de cette protéine pour survivre. La cellule cancéreuse est dépendante de cette protéine. C'était ça l'idée de la thérapie ciblée, qui est d'ailleurs qui continue, hein, la thérapie ciblée, ça marche.
pas mal. Et donc du coup, les autorités ont dit, puisqu'on sait ce qui fait que le cancer est cancer et qu'on utilise des traitements qui sont ciblés, il doit y avoir moyen de sélectionner les malades qui vont répondre à ce traitement. Et donc du coup, ils ont fait émerger comme ça le concept d'essai précoce, dans lequel on pose à la fois la question de la toxicité, puisque finalement, on ne sait toujours pas, en venant de chez l'animal, on ne sait toujours pas quelle dose il faut donner chez l'humain. Le foie de l'animal élimine certains médicaments plus rapidement que d'autres, et il en va de même pour le foie humain, et ce n'est pas les mêmes médicaments qui sont éliminés par les mêmes enzymes. Donc on n'avait pas forcément... Donc la question de la toxicologie, elle reste, mais dessus s'ajoutent des questions d'efficacité, des questions de biomarqueurs, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, en regardant, pas juste à l'œil nu, la tumeur du patient, avec des techniques d'analyse de l'ADN, d'analyse des protéines, d'analyse de l'ARN, donc des techniques de biologie, est-ce qu'on peut prédire quel patient va répondre à quel traitement ? Et du coup, ça a relancé entre guillemets les essais précoces. Ça a fait émerger un nouveau type d'essai où finalement, au lieu de mettre seulement 20 patients juste pour voir la toxicité, ça a tendance à gonfler en nombre parce qu'on pose plein de questions dans un même essai. Mais c'est ce qui permet d'arriver à un enregistrement en 3 ans au lieu d'arriver à un enregistrement en 10 ans. Donc ça a été une évolution quand même méthodologique qui est importante. Ça pose toujours des questions et il y avait pas plus tard qu'en fin d'année dernière, il y avait un papier de la FDA, donc l'organe de régulation des produits de santé aux États-Unis, qui a écrit un papier dans un journal de médecine très célèbre qui s'appelle le New England Journal of Medicine, et dans lequel justement il mettait en garde les industriels, les investigateurs, donc nous, contre ces études de phase précoce qui tendaient à devenir des études absolument monstrueuses avec 1000 patients là où avant on en mettait 20. Et de dire vraiment réfléchissez bien à ce que vous faites. Donc voilà. Donc eux ils se sont appropriés un peu cette question-là. Après, tout ça c'est quand même vachement abstrait. Je m'étais dit que j'allais raconter une histoire pour vraiment mettre finalement des images sur le propos. Donc c'est ce patient-là qui avait 58 ans quand je l'ai rencontré il y a 3 ans. Il venait parce qu'il avait un cancer du foie. En fait, c'est un cancer des voies biliaires. Ça s'appelle un cholangiocarcinome, en l'occurrence intrahépatique. Mais bon, on va dire que c'est un cancer du foie parce que c'est quand même plus simple. Et son problème, c'est que c'était un de mes anciens collègues qui me l'a envoyé parce qu'il me disait tu comprends, je lui ai fait la chimiothérapie. La tumeur est inopérable parce qu'elle est située en plein milieu du foie et il n'y a pas moyen d'enlever la tumeur sans enlever tout le foie. Et je lui ai déjà fait une première chimiothérapie qui a marché un petit peu, puis là, ça ne marche plus. Et je n'ai pas d'autres solutions thérapeutiques à lui proposer. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule ligne de chimiothérapie qui est validée dans les cholangiocarcinomes. Et il me dit, est-ce que tu peux faire pour lui ? Et il me dit dans la lettre, tu verras, il a des antécédents personnels de cancer digestif dans sa famille, et il est porteur de ce qu'on appelle un syndrome de Lynch. Alors le syndrome de Lynch, c'est un syndrome de prédisposition héréditaire au cancer qui est dû à une anomalie des protéines, des enzymes qui réparent l'ADN. Et en fait, la particularité, c'est que cette enzyme étant inactivée, en fait, les cellules tumorales accumulent beaucoup plus de mutations dans l'ADN que les cellules normales, mais même que les cancers les autres formes de cancer. En fait, quand on regarde le nombre de mutations dans ces tumeurs-là, il y a beaucoup, beaucoup plus de mutations que dans d'autres cancers. Et ce nombre de mutations, en fait, c'est là que ça va être un peu chaud patate et c'est là que vous allez voir que je suis complètement perché. Ce nombre très important de mutations, ça fait que les protéines qui sont fabriquées par les cellules tumorales, elles sont mutées plus souvent et donc elles ont plus de chances d'être reconnues comme étrangères par le système immunitaire de l'hôte. Et donc en fait, ça fait de ces tumeurs des tumeurs qui répondent très bien aux médicaments d'immunothérapie. Donc il faut que je me baigne parce que j'ai plus que 2 minutes. Et j'ai encore 15 diapos. Non, je déconne. Et donc, c'était le parcours du combattant donc on s'est dit, il faut qu'on propose à ce patient une étude d'immunothérapie. Première proposition d'étude d'immunothérapie,
on envoie un échantillon de sa tumeur à archiver, donc un échantillon de biopsie, pour le faire tester. Ça passait pas, le truc n'était pas de bonne qualité, de suffisamment bonne qualité, ça, impossible. Deuxième essai, le temps qu'on fasse tous ces envois à l'étranger, machin, il s'est passé 4 semaines, et en fait, entre-temps, le patient est devenu tout jaune. Donc à la deuxième tentative, on avait une étude, une place réservée, mais les critères d'inclusion n'étaient plus bons, le patient ne peut pas être inclus. Donc là, je le renvoie au gastro-entérologue d'origine qui me dit finalement, c'est pas si grave que ça, c'était juste un problème de prothèse biliaire qui s'était bouché avec de l'amalgame. Et donc, débouchage de prothèse biliaire, déjaunissement, mais ça a quand même pris 2 mois. Dans les 2 mois, l'étude dans laquelle on voulait l'inclure au deuxième round était fermée. Super génial. Et donc là, on le revoit pour une 3e tentative, et là, c'était bon. C'était bon, on a réussi. Et c'était finalement une bonne chose qu'on ait réussi, parce que, donc, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est une image de scanner, à peu près à ce niveau-là. C'est une coupe en saucisson, hein, donc horizontale. Et en fait, la tumeur, elle est... donc cet organe-là, c'est le foie. Et la tumeur, c'est cette boule-là. Et ce truc-là, ce qui est brillant au milieu, ce qui est tout blanc au milieu, c'est la prothèse biliaire qui est complètement enserrée dans la tumeur. Donc ça, c'est le scanner au départ du traitement. Finalement, le scanner le premier scanner qui est fait au bout de 9 semaines de traitement, ça a peut-être un petit peu diminué, mais c'est pas majeur. Par contre, le patient, lui, nous a dit « Docteur, je pense que votre truc, ça fait quelque chose, parce que je prenais un peu de morphine quand vous vous ai rencontré la première fois, et là, je prends plus que du Doliprane, et je me sens vachement moins fatigué. » Et donc, on s'est dit « Bon, on va continuer. » Et ça, c'est le scanner de la semaine dernière. Ce patient vient toujours toutes les 3 semaines me voir pour faire une perfusion d'un médicament d'immunothérapie. Et en fait, vous voyez, on voit la prothèse, mais il n'y a pratiquement plus rien autour. En fait. Le patient, il a complètement arrêté tous les traitements antalgiques, il ne prend plus aucun médicament, à part les perfusions qu'on lui fait nous. Il n'y a pas de traitement complémentaire, parce qu'il n'a pas eu d'effet secondaire jusqu'à présent liés à ce traitement-là. Et il a repris la totalité de ses activités habituelles. Il refait de la marche et tout. Enfin, bon, il est hyper content, il est presque jovial. Donc voilà. Donc vous voyez que des fois on fait de la science, des fois on galère quand même pour arriver à inclure les patients, mais on ne démord pas forcément. Et de temps en temps, ça paye. Enfin, ça paye. En bénéfice clinique, j'entends.